Bonjour messieurs et dames et bienvenue dans ce magazine CML chez vous, une émission qui vous donne la possibilité d'interagir en direct. CML chez vous couvre tout le secteur de la vie en République démocratique du Congo. Et pour interagir à l'émission, vous le savez déjà, il faudrait que vous nous contactez en direct, que vous nous appelez ou soit nous envoyez des SMS au plus 243 81 477 12 12. Je répète le numéro, c'est le plus 243 81 477 12 12. Aujourd'hui, CML chez vous est co-présenté avec Daniel Roland-Lai qui est à ma gauche. Bonjour Daniel Roland-Lai. Bonjour à Tania Mbouadi, bonjour à tous les téléspectateurs de CML 13 Télévision qui nous suivaient en ce moment, et surtout ça aurait été plaisir pour moi aujourd'hui de rentrer encore dans ce plateau pour co-présenter cette émission avec vous, Tania Mbouadi. Merci beaucoup Daniel. Je voulais dire Nathan parce que je suis tout le temps avec Nathan. Mais aujourd'hui, CML chez vous, se passera avec Daniel Roland-Lai, comme je venais de le dire tout à l'heure. Alors aujourd'hui, notre regard se pose sur le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons reçu pour vous le professeur Jean Bosco Limomo. Bonjour monsieur Jean Bosco. Bonjour Tania. Et bienvenue à vous. Merci à vous. Alors, c'est votre première fois de fouler le pied sur la chaîne CML 13 Télévision. Vous avez des impressions? Effectivement. Je remercie la chaîne pour m'avoir invité. Et je vous remercie en particulier pour m'avoir donné cette occasion de venir partager avec vous. Merci encore. Alors, monsieur Jean Bosco Limomo, il est professeur d'abord, ensuite délégué des enseignants dans un lycée de la place. Et aujourd'hui, c'est avec lui que nous allons aujourd'hui échanger, discuter autour du secteur éducatif en RDC. Pour ce faire, monsieur Jean Bosco, vous êtes enseignant depuis belle lurette. Oui, j'ai fait longtemps de l'enseignement. Ok. Alors, au regard de la situation de l'enseignement actuel, quel regard jetez-vous dans le domaine de l'enseignement en RDC? Quel est votre regard? Bon, pour commencer, je dirais que il y a des bonnes perspectives qui arrivent du point de vue politique. Et puis, je pense que l'enseignement reste le secteur clé de toute une vie. Le secteur clé de toute une vie, et nous connaissons des pays qui ont émergé à partir de l'enseignement. Et je pense que toutes ces péripéties que nous sommes en train de vivre chez nous, un jour ça va finir et que nous allons reprendre notre place de choix, c'est-à-dire la première place en Afrique pour en ce qui concerne l'éducation et l'enseignement. Donc je suis positif dans tout ce qui se passe dans l'enseignement. Vous êtes positif? Oui. Alors qu'en est-il de la gratuité en RDC de l'enseignement? La gratuité, c'est une bonne chose. La gratuité, c'est un État. La gratuité, c'est un État qui devait se faire suivant les normes, suivant certaines normes. D'abord, c'est la politique qui nous donne l'accès à cette gratuité à partir de notre Constitution. Et les différents gouvernements qui ont précédé celui-ci n'ont pas pu mettre ça en musique ou mettre ça en place. Et voilà que le nouveau président est venu, il prône la gratuité, c'est une très bonne chose. Mais il y a des manières pour les faire. Pour nous, dans les domaines de l'enseignement, on ne décrète pas des choses comme ça, vous réveillez un jour et puis vous décrétez des choses. Non. Pour créer une école, on commence toujours par un. Si vous créez une école qui va jusqu'au secondaire, vous commencez par la maternelle. Première maternelle, et puis vous allez doucement. Et j'ai aimé la manière dont le chef de l'État a cadré cette histoire-là. Il a coupé tout court pour dire que la gratuité, c'est uniquement à l'école primaire. Les autres niveaux ne sont pas concernés par la gratuité. Notamment la 7e, la 8e, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième des humanités ne sont pas dans la gratuité. Et c'est comme ça qu'on améliore tout petit peu la vie au niveau de l'école primaire. Il y a certains avantages que l'école primaire a et que les secondaires n'ont pas.
Okay. Donc, concernant cette gratuité. Mais c'est une bonne chose. Vous avez parlé de l'amélioration dans la gratuité. Vous avez dit que c'est une bonne chose, alors que nous savons tous que la gratuité nous a ramené... il y a eu quand même surpeuplement, parce qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui se sont inscrits. Pourquoi? Parce qu'il y a eu gratuité. Mais est-ce qu'on va limiter la réussite de la gratuité simplement parce qu'il y a beaucoup d'élèves maintenant qui vont à l'école, ou plutôt parce qu'il y a eu construction ou réhabilitation des écoles? Oui, c'est ça la difficulté. Là, nous entrons dans les difficultés rencontrées dans la mise en place de la gratuité. La gratuité devait s'accompagner des infrastructures, c'est-à-dire la création de nouvelles écoles ou l'aménagement des écoles qui existaient déjà. Mais toutefois, ici, nous n'avons pas fait attention à ça. On a décrété la gratuité et puis, par la suite, les mesures d'accompagnement arrivent. Et c'est ce qui a fait que maintenant, on a un pléthore d'élèves dans des écoles, et que ce soit les écoles primaires, que ce soit les écoles secondaires. Donc, nous allons dire que la gratuité est encore en train de boitiller dans le pays. Boitiller. La mise en place, en fait. La mise en place Oui, de la gratuité. Mise en place est progressive. Progressive, je rappelle que c'est la deuxième année déjà. Ouais, deuxième année, je pense. Deuxième année. Deuxième année. Même si c'est la deuxième année, même si c'est la troisième, mais la gratuité est progressive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout à la fois. Mais il faut commencer quelque part. On a commencé par l'école primaire et ça va continuer jusqu'à l'université. Oui, et à l'école primaire, tu as une question? Ouais, une question, professeur, justement, parce qu'on parle de la gratuité, c'est importantissime. Je vais y revenir. Mais moi, par contre, je voulais vous poser une question, puisque vous êtes à l'enseignement il y a longtemps, oui. Bien longtemps, par rapport aux années précédentes. Professeur, est-ce que pour vous, il y a quand même de l'évolution au niveau de l'enseignement congolais aujourd'hui, ou bien il y a des reculs, il y a encore des choses qu'il faut modifier, améliorer le plus vite que possible pour redorer l'image de l'enseignement? Oui, l'enseignement est au niveau actuel, là, l'enseignement est vraiment, je dirais, pas très bien. L'enseignement n'est pas très bien. Mais toutefois, il y a des améliorations qui s'observent. Aussi, je peux dire que, bon, avec mon expérience dans l'enseignement, j'ai fait au moins, j'ai commencé en 1988. Aujourd'hui, vous n'étiez même pas né. C'est abyssal. Oui. Alors, c'est pour dire simplement que j'ai vécu beaucoup de choses. Voilà. J'ai vécu beaucoup de choses, mais nous, on n'est pas encore dans les bons. C'est ça que je dois vous dire, qu'on n'est pas encore dans les bons. Les pays se cherchent. Vous voyez mais aussi... professeur, à l'époque, là, on nous parlait, on n'était pas encore là, mais à l'époque du président Mobutu, par exemple, nos parents, vous nous dites toujours que là-bas, dans cette période-là, les choses s'est passées de la belle manière oui, par rapport aux années suivantes, professeur. Si vous me dites que c'est avant Mobutu ou les premières années de Mobutu, je vous comprendrai. Parce que à cette époque-là, on venait d'avoir l'indépendance et le premier président a bien géré les avoirs du pays. Hein. Il a bien géré les avoirs du pays. C'est ce qui a fait que le début de Maréchal a été bon. On avait tous des infrastructures qu'il fallait et on avait aussi des moyens, de l'argent. Parce que vous ne pouvez pas organiser un enseignement sans argent. L'argent doit suivre. Et que cet argent aille vers celui qui travaille. Ce n'est pas de l'argent qui reste dans les bureaux. Et maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Beaucoup d'argent reste dans les bureaux. Et nous qui travaillons, nous qui sommes, disons, sur le terrain, on n'en a pas assez. Là, professeur, vous parlez de l'organisation, justement, quand vous parlez de l'argent. Effectivement. La motivation. Ok. Et il y a eu l'accord des Bibois. On peut maintenant là, comment pourrons-nous situer les choses? Nous allons dire que l'actuel régime est en train d'améliorer vos conditions de vie parce que vous avez parlé de l'enveloppe et tout ça. Là. Oui, contrairement au régime... Bon, je ne compare pas les régimes, mais nous sommes actuels. Non, oui, il y a eu l'accord des Bibois, oui. en fait. L'accord des Bibois a facilité la tâche. L'accord des Bibois a d'abord défini les choses pour dire que la gratuité, c'est à l'école primaire uniquement. Ça a permis à l'école secondaire de s'organiser autrement pour avoir de l'argent. Et la motivation pour mais qu'en est-il de professionnels de la crie blanche alors? Avec l'accord de Bibois, bien évidemment. Est-ce que vos conditions de vie sont améliorées ou ça terne encore? Dire que les conditions de vie sont améliorées ou pas, je pense que je venais de le dire tout à l'heure là.
la motivation, la prise en charge n'arrive pas totalement jusqu'à l'enseignant qui touche la craie. Je pense que je suis clair là-dedans. Non, mais si vous comprenez cela, pourquoi il y a eu tous ces mouvements de grève? Non, les mouvements de grève, parce qu'il y avait beaucoup de confusion. La politique s'est mêlée de l'enseignement. Comment? Je me rappelle l'année dernière, j'étais responsable ou délégué des enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes à l'école, il y a des politiques qui viennent à l'école pour vous dire que ici au niveau secondaire ou au niveau des humanités, vous ne pouvez rien percevoir. Et c'est noté noir sur blanc que vous ne pouvez pas les faire. Alors, quand nous avons trouvé que les présidents disent autre chose et que la politique dit autre chose, c'est ce qui a provoqué la grève. Et de cette grève-là, il y a eu les accords de Bibois et on continue. Maintenant, il n'y a plus de grève. Pourquoi? Parce qu'on a clarifié les choses. La gratuité, c'est à l'école primaire. Ce n'est pas ni à l'école secondaire, ni aux humanités. Quand vous dites on a clarifié les choses, qu'est-ce qui a été clarifié, effectivement? Ce qui a été clarifié, voilà. D'abord, on a déterminé pour dire que la gratuité, c'est à l'école primaire. Ça, c'est la première chose. L'État va s'occuper de l'école primaire, ainsi de suite. Deuxième chose, on améliore tout doucement les salaires, comme on dit. Les salaires des agents, des professeurs, des maîtres d'école et des administratifs qui sont dans l'enseignement. À part cette amélioration, il y a eu aussi d'autres conditions qu'ils ont proposées. Ils ont proposé, c'est la politique. Mais l'enveloppe salariale a été améliorée ou pas? Progressivement, oui, mais à quel niveau, par exemple? Elle continue à s'améliorer, mais je ne peux pas... Et donc, les enseignants sont satisfaits? Non. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint le seuil que les enseignants demandaient. Mais vous dites quand même que la gratuité est en train de faire ses pas. Oui, la gratuité fait ses pas, notamment à l'école primaire où il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Il y a des frais de fonctionnement qui arrivent, bien que ce n'est pas au niveau. Il y a les bulletins qui reçoivent gratuitement. Il y a beaucoup de choses qui reçoivent gratuitement là-bas, à l'école primaire. Mais est-ce que vous... Oui, professeur, justement, vous parlez avec Tania concernant l'argent. L'argent, c'est bien. C'est votre droit, il faut mettre du chaud à l'État congolais. Mais moi, je vais rentrer au niveau de l'organisation, au niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, l'argent, c'est bien. Mais professeur, on vous accuse aussi d'être à la base au niveau des écoles, de certaines pratiques qui ne favorisent pas la bonne évolution de l'enseignement au niveau de notre pays. Par exemple, les favoritismes, les clientélismes et donc les anti-valeurs. Vous, votre réaction? Bon, ça dépend. Ça dépend de chacun et ça dépend aussi des écoles. C'est-à-dire que si on parle des antivaleurs, du clientélisme et consorts, c'est bien beau. Mais est-ce qu'on a vérifié pour voir si c'est vrai ce qu'ils disent, ce n'est pas lié à quelque chose ou ce n'est pas... Oui, je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre. Je parle de notre exemple à nous-mêmes. Moi, j'ai fait déjà... Je vous ai dit que je suis là depuis 88, ouais. 1988. Un ancien. Et je suis là. J'ai vu comment, j'ai une famille, j'ai fait grandir mes enfants, je les ai fait étudier à l'université, ils sont maintenant des licenciés comme moi. Je ne sais pas, anti-valeur, dans quel sens? Bon, nous prenons soin de ceux qui sont chez nous et nous prenons aussi soin de ce que l'État nous donne. L'État nous confie des enfants. L'État ne nous confie pas les femmes, les garçons, tout ça. L'État nous confie les enfants de la République. Et nous devons, à notre niveau, bien les éduquer, bien les instruire. Oui, bien les instruire, professeur. Par rapport aux années précédentes, j'aime toujours comparer assez bien. Est-ce que les enfants que vous enseignez aujourd'hui, ils ont un niveau? Pas tout le monde. Et ça dépend aussi des écoles. Je connais des écoles qui
qui sont telles quelles. Professeur, mais c'est l'avenir de tout un pays. On ne peut pas dire que ça dépend des écoles, parce qu'on ne sait pas qui devra diriger où demain. Donc, s'il faut parler de la réussite... ça doit être d'une manière générale. D'une manière générale, le niveau des enfants. Écoles. Parlons de votre école, par exemple. Non, je ne parle pas de mon école. Mais les exemples de mon école doivent nous servir des tremplins pour aller un peu plus loin. Notamment, en ce qui concerne les antivaleurs, je pense qu'il y a vraiment, dans notre réseau, c'est minimisé. Vraiment, c'est minimisé. Moi, je suis dans un réseau d'enseignement où on est rigoureux pour ces genres de choses-là. Par exemple, là, ce sont des théories. Est-ce que sur le plan pratique... Par exemple, la corruption, oui. Parce que vous ne voulez pas les dire. Par exemple, vendre des points par des voies illicites. Ou encore prendre des enfants pour les femmes ou sortir avec. Non. Nous devons être sérieux dans ces domaines-là. Sérieux pourquoi? Parce que l'État qui nous confie les enfants est derrière. Si vous faites quelque chose de mauvais, on vous suit, on vous poursuit et puis on vous arrête. On n'a jamais arrêté un enseignant, mais ce sont des choses qui se passent dans les coulisses quand même, professeur. Ils n'ont pas arrêté parce qu'ils n'ont pas de preuves. Est-ce qu'ils ont des preuves? Même s'il y a des preuves aujourd'hui avec tout ce qui se passe, parce que tout le bâtard là, comment on peut arrêter une personne comme ça alors qu'elle a des relations, par exemple? Bon, là, je ne peux pas répondre. Non. Est-ce que le secteur de l'éducation, on peut dire que est assis dans ce pays? Ou à Kinshasa? On se cherche. On se cherche alors que... Pas seulement à Kinshasa, même à l'intérieur du pays, c'est la même chose. Parce que lorsqu'on dit que le système éducatif est assis, ça signifie qu'il y a beaucoup de choses qui ne changent plus. Vous améliorez ce qui existe pour que ça reste toujours au top. Alors parlons de réforme éducative actuelle. Bon, nous avons commencé avec ça. La réforme actuelle concerne d'abord la gratuité. La réforme concerne le prolongement de 7e et 8e avec un nouveau contenu, c'est-à-dire la matière qu'on a donnée. Il y a des cours qu'on a ajoutés à ce niveau-là pour que l'enfant soit capable de passer et de bien parfaire ses humanités, notamment une partie de physique, une partie de sciences de la Terre et ainsi de suite. Donc, on a ajouté. C'est-à-dire que ici, chez nous, le mal est qu'on calque notre éducation sur ce qui existe déjà. C'est un système qu'on trouve en France ou dans d'autres pays. Copie-coller. Oui. Ici, on ne peut pas faire copie-coller. Normalement, pour qu'un système éducatif soit assis, il faut l'expérimenter pendant assez longtemps et que ça s'enracine dans la vie des gens pour qu'il y ait amélioration. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un déjà a commencé à l'école primaire ou à l'école secondaire à faire certaines découvertes, ça lui permettra, lorsqu'il sera à l'université, d'être un inventeur. Mais si notre système ne nous permet pas de les faire, comment on doit avoir les inventeurs à l'université alors qu'à l'école primaire, ils ne sont pas formés pour ça? Mais voilà. Dans la réforme actuelle, est-ce important cet ajout de nouveaux cours? Parce que je me dis déjà que les enfants s'en plaignaient pour dire que nous, on étudie beaucoup, on a beaucoup trop de cours, alors que, comme on aime bien comparer, à l'intérieur, par exemple, ils ont moins de cours. Question de fixer l'enfant sur la matière où elle est forte, par exemple, pour bien assimiler la matière et bien se défendre à l'avenir, plutôt que de surcharger les enfants avec beaucoup de cours où à la langue ne lui serviront peut-être plus, en fait. Non, mais bon, dire qu'il y a beaucoup de cours, bon, je ne sais pas. Mais toutefois, le système actuel permet à un élève qui part de l'école primaire et arrive en 7e, voit quand même qu'il a acquis quelque chose avant de passer aux humanités. C'est comme ça que ce cursus a été modifié. La matière a été ajoutée pour lui permettre d'aller
et de bien parfaire ses humanités. Donc, le système actuel, c'est pas très mal, mais ça commence à peine 3 ou 4 ans. Il a commencé par quelques écoles, et puis on l'a étendu à certaines autres écoles. Maintenant, c'est tout Kinshasa et certaines provinces. Nous ne pouvons pas encore juger le système actuel. Alors, je rappelle que nous sommes en train de parler de l'enseignement en RDC. On est en train de changer autour de l'amélioration de cet enseignement dans le pays parce que beaucoup reste à faire. L'émission est en bilingue, l'émission est également interactive. Donc, appelez, posez des questions, contribuez, participez à l'émission au plus 243 81 477 12 12. Appelez-nous ou envoyez-nous des messages maintenant, c'est en direct. Professeur, est-ce que... qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces systèmes, hormis le contenu? Bon, hormis le contenu, ça permet à l'élève de bien apprendre certaines matières qui n'existaient pas dans les anciens programmes. Il y a de nouveaux contenus qui sont là et l'élève est... Bon, on fait ce que vous appelez ici l'interactivité. Donc, c'est l'élève qui est au centre de cet enseignement. Comment? On peut avoir un sujet aujourd'hui, on vient avec ça en classe, on écrit au tableau où on donne chacun un papier et on forme des groupes. Les élèves eux-mêmes échangent, interactifs, et puis ils trouvent un contenu qu'ils vont proposer au professeur. Donc le professeur est là pour guider les élèves à trouver ce dont ils ont besoin ou ce qu'on cherche dans tel sujet ou tel sujet. Je prends par exemple, on dit, bon, dans la science de la terre, comment fabriquer ou comment produire du pain. Ce sont les élèves eux-mêmes qui doivent travailler pour trouver comment produire du pain. L'enseignant est là pour les guider, voir ce que ça peut donner. Alors, professeur, avant d'améliorer ou bien de modifier quelque chose, il faut d'abord trouver la cause. Puisque vous parlez de l'amélioration au niveau de l'enseignement dans notre pays, pour vous, c'est quoi la cause principale aujourd'hui du recul de l'enseignement congolais? Bon, il y a beaucoup de mots, où il y a beaucoup de choses qui font ou qui ont fait que l'enseignement congolais puisse être au niveau où il est. D'abord, je commencerai par le système lui-même. D'abord, le système d'enseignement qu'on a appliqué chez nous après la colonisation, c'est le prolongement de tout ce que nous avions, de tout ce que les colons avaient. Si vous voyez très bien, les textes, les choses, nous avons étudié les textes de l'étranger. Il n'y avait pas un auteur congolais, il n'y avait pas un chercheur congolais qui a écrit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui a été dans cet enseignement, c'est-à-dire des gens qui ont dirigé l'enseignement, le secteur de l'enseignement, bien qu'ils étaient des gens formés pour l'enseignement, ils n'ont pas pu arriver à motiver. La motivation. La motivation, ce n'est pas seulement le fait de donner à quelqu'un de l'argent. La motivation, c'est d'abord quand vous trouvez que quelqu'un est fatigué ou il a atteint l'âge d'aller à la retraite, vous lui donnez la capacité d'aller. Vous prenez les nouvelles énergies, vous les injectez dans ces secteurs-là. J'aime bien certains services de l'État qui les font très bien et qui n'ont pas ces problèmes-là. Quelqu'un qui a vieilli, qui a maintenant 80 ans. À 80 ans, on ne sait pas bien éduquer quelqu'un, un enfant qui est à l'école primaire en première année. C'est votre coco. Est-ce que vous pouvez vraiment lui donner la matière qu'il faut? Non. Et la responsabilité revient à qui? Mais c'est lui qui organise l'enseignement. L'État.
Oui, Voilà. c'est lui qui organise l'enseignement. À part les systèmes, il y a aussi ça, la motivation. Donner à ces messieurs qui a 65 ans la grâce d'aller en retraite avec tous les biens qu'il faut. C'est-à-dire, vous les mettez à l'aise. Il va aller. Vous prenez les nouvelles énergies, vous les mettez pour qu'ils puissent s'occuper des enfants. À part la motivation, il y a aussi les infrastructures. Les infrastructures n'ont pas suivi le nombre d'élèves ou le nombre de la population. La population accroît très vite que les infrastructures ne suivent pas. Si vous regardez très bien, les dernières écoles créées par l'État, ce sont les quoi? C'est qu'on a appelé l'Institut de Yolo, DVV, je ne sais pas, Anjili, Itinjili, voilà. Ce sont les dernières écoles. C'était en quelle année? Tout ce qu'on fait maintenant, ce sont des réhabilitations. Peut-être les privés sont là pour seconder l'État, mais l'État, les dernières écoles qu'il a construites à Kinshasa, je ne sais pas ailleurs en province, mais ici à Kinshasa, c'était cette série-là. Et à part cette série-là, ce sont des anciennes écoles depuis 67, 66 et consorts. Monsieur le professeur, vous avez parlé de nouvelles énergies. Moi, vous ne pensez pas qu'il y a ce manque de nouvelles énergies simplement parce que les élèves que vous formez maintenant ne veulent plus exercer ce métier. Ils se disent que les conditions sont pitoyables, ils préféraient plus, d'où ce manque de relève. D'intérêt, oui. Mais parlons-en. Quand vous savez vous-même que vous ne lisez pas, que vous n'avez pas le temps d'écrire. Mais professeur, lire, il n'y a pas de bibliothèque dans des écoles aujourd'hui. Non, on ne lit pas seulement dans les bibliothèques. Moi, j'ai ma bibliothèque. Je ne vois pas un livre passer, si c'est une nouveauté, je ne vois pas un livre passer sans que je puisse l'avoir chez moi. Vous direz que non, bon, vous faites la magie. Non, non. Ce sont des principes. Il faut lire, il faut écrire, il faut écouter. Parce que dans notre travail là de l'enseignement, si vous ne faites pas ces trois choses-là, vous ne pouvez pas réussir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller ou faire carrière. C'est un travail noble, c'est vraiment un travail noble, un travail extraordinaire. On reste intelligent toute la vie. On reste intelligent toute la vie. Alors, pour rester intelligent, il faut lire. Il faut que les enfants que vous enseignez ne vous dépassent pas. Que vous soyez toujours au-dessus. Mais si vous dépassez, que ça soit dans les normes. C'est-à-dire, vous pouvez poser la question, vous pouvez oublier quelque chose et puis vous posez la question à quelqu'un ou vous lisez dans tel, vous trouvez. Mais les mamans qui ont enseigné, qui nous ont enseigné et qui enseignent encore aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le temps d'entrer dans l'Internet? Ils connaissent d'abord comment entrer dans un site Internet. Est-ce qu'ils connaissent même comment tenir des choses? Et ils sont dans les vieilleries. Ils ont des notes qu'ils ont faites il y a longtemps. Ils ne changent pas leurs notes. Parce que dans notre travail, il faut être à jour. Et être à jour, c'est tout ce que je venais de vous dire là. Oui, professeur, des nouvelles énergies, comme vous le disiez, bien sûr, au sommaire de cette émission. Mais j'aimerais qu'on puisse aussi parler de ces problèmes, les recrutements des enseignants. N'est-il pas un grand problème? Parce que aujourd'hui, par exemple, j'aurais appris, les enseignants aujourd'hui sont recrutés pas par méritocratie, mais parce qu'il est fils de telle ou telle personne. Bon, on l'appelle et puis il commence à enseigner. Je pense que là, c'est votre point de vue. Mais toutefois, pour que quelqu'un embrasse l'enseignement, je pense que lui-même doit être aussi intelligent. Il doit être intelligent. Il peut terminer les humanités littéraires ou les humanités pédagogiques, mais s'il n'est pas intelligent, il ne peut pas faire carrière ici. Parce que dans notre carrière ou dans notre domaine ici, il y a beaucoup d'embûches, mais l'essentiel est que vous arrivez au but fixé. C'est-à-dire vous devez avoir des objectifs. Peut-être que beaucoup de nous qui enseignons, on n'a plus besoin d'argent. On n'a plus besoin de motivation. Mais comme c'est un travail qui nous rapproche de la société,
Par exemple, quand vous éduquez une fille qui, à la longue, va avoir une famille, organiser une famille, avoir des enfants, éduquer des enfants, je pense que c'est un travail extraordinaire. Que les gens ne voient pas. Que les gens ne voient pas. C'est un travail extraordinaire. Mais si vous prenez maintenant ces filles-là, vous commencez à les manger vous-même, alors là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, professeur. Ça ne va pas marcher. Enseigner un appel ou une vocation. Vous confirmez? Bon, mais je vous dis simplement que enseigner, ce sont les deux. Une vocation, c'est une mission. Non, un appel, c'est une mission. On appelle pour exercer une mission quelconque. La mission, quand j'ai fini à l'UPN, j'ai été autorisé pour enseigner. La licence, là, c'est doctorat douce. Doctorat douce, ça signifie je suis autorisé à enseigner. Vous voyez? C'est déjà une mission que l'État me donne. Mais à l'époque... Et aussi, la vocation. La vocation, c'est quoi? C'est moi-même qui l'ai voulu. Que je sois enseignant. Et quand on veut être enseignant, tous les chemins qui sont là, où il y a beaucoup de mabakou, ne va pas vous arrêter. Si c'est par vocation que vous venez, c'est-à-dire vous avez aimé ça, vous n'allez pas vous arrêter. Oui, professeur, à l'époque, à l'IPN, vous étiez autorisé pour enseigner. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui enseignent, elles sont aussi autorisées? Ah là, il faut leur poser la question. Alors, professeur, concrètement, oui. On va aller dans la pratique. Oui. Quel est l'élément central pour qu'on ait une bonne réforme du système éducatif en RDC? Bon, la première chose est que... L'élément central. Oui, là où se prennent les décisions, qu'ils pensent aussi associer les gens qui sont sur le terrain. C'est-à-dire si l'État veut instaurer un système éducatif, un nouveau système éducatif, il doit faire appel à beaucoup de gens qui sont dans la société, c'est-à-dire qui travaillent, les gens qui travaillent réellement, donc, qui sont enseignants. D'accord? Après avoir écouté ceux qui travaillent, là, il peut maintenant bien instaurer un système qui va durer et qui va produire. Aussi, la motivation est nécessaire. Motiver ceux qui travaillent. Les motiver, je disais ici que ce n'est pas seulement l'argent. Mettre dans les conditions, dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent bien travailler. Vous insistez que ce n'est pas seulement l'argent, mais je me rappelle que pendant des mouvements de grève, les enseignants se plaignaient plus de l'argent pour dire que nous ne sommes pas payés, qu'ils permettent aux parents de payer le frais pour que nous soyons bien traités. Parce qu'autrement, auparavant, nous n'observions pas de mouvement de grève. Pourquoi? Parce que les parents nous prenaient en charge. Ça veut dire, par prise en charge des parents, ils étaient bien payés parce que les parents payaient les frais scolaires. Oui, mais je dirais que la grève, ce n'est pas seulement... À vous attendre parler, on dirait que du côté salarial, l'enveloppe est bonne. Non. J'ai dit ici, je le répète. Non, vous insistez pour dire que ce n'est pas l'argent, donc on comprend que les enseignants sont bien traités. Non, dans la motivation, il n'y a pas que l'argent. Oui. Dans la motivation, il y a plusieurs rubriques qui entrent dans la motivation. Et si l'État prenait en charge effectivement les enseignants, on aurait moins de couacs. Mais s'il faut parler de l'enveloppe salariale des enseignants, l'enseignant actuellement est mieux payé ou pas? Parce qu'il y a gratuité. Avec la gratuité, est-ce que l'enseignant pourra se plaindre de la participation de parents ou il est bien pris en charge par l'État côté peut-être que vous ne le savez pas. Actuellement, il y a deux choses. Il y a au niveau secondaire, l'État prend en charge à un certain niveau les enseignants. Les parents aussi prennent en charge une partie au niveau secondaire. C'est au niveau primaire que les parents ne s'y intéressent plus.
Ça, c'est l'État qui les fait. C'est l'État qui les fait, oui, nous le savons, et les professeurs n'ont pas à se plaindre. À se plaindre? Pourquoi ne pas se plaindre? Est-ce que les niveaux que les niveaux de participation que les professeurs ont demandé, c'est déjà atteint? Non, c'est pas encore atteint. C'est comme ça que je vous ai dit que c'est un processus. À combien de pourcents les accords des Bibois sont respectés? Je dirais pas 50%. Moins de 50%. Vous comprendrez que quand je parle moins de 50%, faites vos calculs, vous trouverez que... Très bien, professeur. Je rappelle que c'est le plus 243 81 476 12 12. L'émission et ses vœux interactifs. Donc, appelez, contribuez, posez également de questions. Nous avons reçu pour vous le professeur Jean Bosco Limomon. Il est d'abord professeur et délégué des enseignants. Voilà. Alors, professeur Jean Bosco, ça fait plusieurs années que vous êtes enseignant. Qu'est-ce qui fait que les parents préfèrent maintenant envoyer les enfants étudier en Europe? Pourquoi ils n'ont pas confiance à notre système éducatif? Bon, il y a plusieurs choses qui interviennent. Hein. La première chose, c'est la facilité d'embauche. Quand quelqu'un étudie en Europe, quand il revient ici, prise en charge par l'État ou par une société facilement, et ça passe. La deuxième chose, certains parents ne veulent pas envoyer leurs enfants là où les enfants ne seront pas adaptés. L'éducation en Europe, c'est pas comme ici où on a plusieurs matières, non. L'éducation en Europe, vous êtes dans une filière et puis vous y restez et vous montez jusqu'à l'université. Beaucoup aussi n'arrivent pas à l'université. D'accord. Nous allons prendre l'appel. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour papa. Kombona Nyobengo Soapi. Monsieur Gabriel de le monsieur allait poser la question professeur de savoir salaire ou bafutara la kisina niveau secondaire na primaire, est-ce que c'est suffisant? Je pense. À vous de répondre, répondez à la question de monsieur Gabriel. Oui, mais monsieur Gabriel a posé la question de savoir si l'État a disponibilisé les librairies. L'apport de l'État en rapport avec la formation des enseignants. Oui, et la formation. Je dirais ceci. Je dirais que les librairies de l'État, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu depuis que je suis dans ces domaines comme professeur. Je n'ai pas vu les librairies de l'État. Mais ce sont beaucoup plus de privés qui organisent les librairies. Peut-être INTC, quelque chose comme ça, les syndicats qui avaient sa librairie au niveau de l'avenir de l'enseignement. Mais toutefois, pour nous qui sommes professeurs, il y a toujours des formations continues que l'on organise, des formations continues pour garder les niveaux. Et aussi, on ne peut pas aussi, étant enseignant, si vous êtes enseignant par vocation et vous êtes soucié de votre niveau vous-même, vous ne pouvez pas rester comme ça sans
former ou constituer une petite librairie à la maison ou une petite bibliothèque où vous allez prendre ne fût-ce que les documents ou les livres qui vous concernent. Comment enseigner, comment faire ceci. Et les listes, les livres des domaines, vous ne pouvez pas les laisser passer. Vous ne pouvez pas vous en laisser passer. Donc la formation continue existe. L'État forme. Est-ce qu'il vous envoie à l'étranger pour de formations? Mais oui. Oui. Mais il faut être là où on envoie. C'est ça le point. Il faut connaître. Vous savez, les vrais problèmes pour les enseignants, c'est quoi? Ils sont dans les écoles depuis le matin jusqu'à midi. Et après midi, ils doivent préparer les cours. Ils ne sont pas en mouvement pour aller, par exemple, savoir que non, dans tel domaine, il y a telle formation qui se donne. Mais l'État fait quand même un effort. Il comprend ça et il organise des formations continues pour les enseignants et pour les administratifs. Donc, nous pouvons dire que, en ce qui concerne la formation, l'État les fait. D'accord. On va changer de chapitre. Oui. Si tu es d'accord avec moi. Toujours dans l'enseignement, l'éducation, mais on va maintenant parler du TENASOS. C'est quoi l'apport du TENASOS pour les enfants? Bon, peut-être que vous êtes encore trop jeune. Nous, on n'a pas connu les TENASOS. Non, vous n'avez pas connu. Alors, pourquoi? Même pas. Mais dans l'ancien système éducatif du Congo et du Zaïre, il y avait ce qu'on appelait l'examen sélectif. Sélectif, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans ce qui se passe au niveau de l'école primaire. Vous avez votre certificat d'école primaire, on doit vous sélectionner en mathématiques, vous savoir combien vous valez en mathématiques, combien vous valez en français. C'est-à-dire tout ce qui est maths, c'est-à-dire calcul, tout ça. Et à la fin, on appose les cachets de l'inspecteur derrière votre certificat. Partout où vous allez, on sait que vous avez été sélectionné pour aller au niveau CO. C'était d'abord ça. Maintenant, arrivé au niveau CO, il y avait ce qu'on appelait les brevets. Brevets du cycle d'orientation. Maintenant, après un temps, tout ça c'était parti. Il n'y avait pas de brevets, vous venez comme ça, vous entrez en première année, vous allez en 6e année comme vous avez fait là, et c'était fini. Les nouveaux systèmes éducatifs, avec l'éducation des bases, demandent à ce que, quand vous arrivez en 8e, vous passez des évaluations. On vous évalue pour que vous puissiez arriver ou passer aux humanités. En première année scientifique, en première année maths physique, en première année pédagogique ou littéraire. Donc vous devez passer à ces évaluations afin que on jauge votre niveau, qu'on sache. Et si vous ne recevez pas, on avait un conseil d'orientation à l'époque. Pourquoi opter pour un? Ils sont toujours là. Jusqu'à maintenant, les conseils d'orientation sont là. Mais les systèmes les jugent. Les systèmes éducatifs, nous avons opté pour ces systèmes-là. Et ces systèmes nous exigent à ce que, à tel niveau, vous devez faire des évaluations. C'est quoi l'ajout, en fait? Qu'est-ce qui ça nous apporte de nouveau, de mieux, de meilleur que l'ancien système où on avait remarqué seulement que... les conseillers ne faisaient pas bien leur travail? Non, pas les conseillers. Il ne faut pas lier... S'il y a encore des conseillers, c'est ça même la question qu'il faut se poser. Non, il ne faut pas lier les systèmes aux conseillers. Les conseillers sont dans les systèmes. Et ce sont les conseillers d'orientation et les autres qui ont... et l'État ont trouvé qu'ils doivent évaluer les élèves. Qu'on ne passe pas comme ça, qu'on évalue les élèves. Les mauvais, on les écarte, et les bons, on les amène à les humanités. Mais si l'enfant échoue au TENASOS et réussit à l'école? Il reprend l'année. Non, mais j'ai fait 70 à l'école et j'échoue là-bas. Vous reprenez l'année. Vous serez d'accord en tant que parent? Vous reprenez l'année. Vous allez, si le système est là, et vous allez laisser dans quelle école? Mais qui accepterait une élève ou un élève qui n'a pas réussi Les contraires alors, tu réussis au TENASOS et tu échoues à l'école. Si vous échouez à l'école, on ne va pas vous envoyer là-bas. Oh, comment ça? Parce que le test s'est fait avant la proclamation. Avant la proclamation? Oui, le test s'est fait vendredi, mais la proclamation samedi et les 19. Mais on sait.
Mais moi, j'ai vu des élèves qui ont échoué, mais qui ont passé le test du TENASOS. Votre sœur qui a échoué? Pas du tout. J'ai vu parce que j'étais à la programmation des enfants. Oui. J'ai vu, la dame a remis un parent pour dire que voilà, l'enfant a échoué. Et elle a continué pour dire, attendons les résultats du TENASOS. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ici, l'enfant a échoué. Là, c'est une aberration. Normalement, on prend tout le monde, bien sûr, mais c'est cet examen-là qui va déterminer les niveaux. Oui, professeur, justement, c'est quand même une question importantissime que Mouboua Ditania vous a posée, mais vous n'avez pas répondu. Je vais reposer la même question. À l'école de la vie, il n'y a pas de statico. TENASOS, le test est là, mais pour quelle finalité? Ça va changer quoi? Moi, je pense que ça changera quelque chose si on les respecte. On respecte ce que le système éducatif nous propose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ne passerait aux humanités que ceux qui ont réussi à ces tests-là. Oui, et qu'est-ce que ça apporte de nouveau? La connaissance de l'enfant, l'ouverture de l'esprit, qu'est-ce que ça nous apporte de nouveau? Non, ça apporte ces tests aux élèves, disons. Qu'est-ce que ça apporte? Les niveaux. Tout ça, on cherche. Tout ça, c'est à la recherche de l'amélioration du niveau de l'enseignement de la RDC. Vous savez que, vous le savez, vous êtes journaliste, vous lisez, vous savez que, vous informez, vous savez que notre système n'a pas l'approbation de beaucoup de pays. On n'est pas classé parmi et le TENASOS pourra changer ça? Au fur et à mesure que on doit respecter et qu'on ne fait pas passer tout le monde pour aller là-bas, on doit les réorienter. Ce qui reste là, on doit les réorienter vers autre chose. D'accord. Maintenant, il y a eu insertion des langues. Tu as une question avant? Ouais, professeur. TENASOS, aujourd'hui, on parle de ça. Moi je trouve c'est génial. Est-ce que c'est parmi les solutions idéales ou durables pour améliorer les systèmes éducatifs de notre pays? Là, vous savez, pour améliorer le système éducatif, on doit commencer toujours par les pays a commencé par ces évaluations-là. Il y aura des gens qui vont tomber au TENASOS, il y a qui vont tomber aux examens d'État, qui ne vont pas aller à l'université. C'est ça aussi, c'est qu'on cherche, que les gens puissent, qu'on puisse améliorer notre système. On n'amène pas tout le monde à l'université, que l'université soit pour les élites et qui cherchent et qui trouvent et qui font des recherches pour améliorer les conditions de vie de notre pays. Donc on doit ne pas prendre tous ceux qui ne savent pas écrire ni lire pour les amener à l'université. Vous savez qu'à l'université, certaines personnes ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Mais la faute revient aux enseignants. La faute ne revient pas totalement aux enseignants. C'est eux qui doivent normalement faire le suivi. Moi, j'ai fait mon travail. Le travail que j'ai fait, c'est quoi? Je prends soin de vous. Je vous montre comment écrire A, B, C, D, E, F, G. Vous allez prendre ces capacités-là et vous adapter à la vie. C'est ça l'adaptation qui nous manque aussi, qui manque à tous ces gens. Mais l'enfant qui ne sait pas écrire, comment cet enfant va réussir passer de classe jusqu'à aller à l'université? Donc entre autres, c'est l'enseignant qui favorise, c'est là. Donc, justement, parce que c'est l'enfant qui corrige ses copies, qui corrige ses interrogations. L'enseignant sait déjà voir que l'enfant a telle difficulté, quel suivi pour cet enfant, pour essayer de ramener son niveau. Bien. Là, vous me poussez à dire ce que je ne voulais pas dire. Premièrement, les écoles, même ici à Kinshasa, nous avons des écoles de plusieurs catégories. Des écoles qui s'occupent très bien des élèves et des écoles négligentes qui laissent les enfants comme ça. Il y a aussi les parents qui ne suivent pas leurs enfants. Un parent responsable ne peut pas laisser seulement au professeur ou au maître l'éducation et l'instruction de son enfant. Il doit surveiller, doit faire des devoirs avec l'enfant, lui dire que là, voici comment le maître a dit,
comment le maître a fait, vous aussi faites de même, ainsi de se surveiller. Mais il y a des parents qui trouvent que il lui suffit seulement de prendre son fils ou sa fille, l'amener à l'école et tout va de soi. Non. Ok, l'émission tend déjà à sa fin. Une toute dernière question. Que pensez-vous de l'insertion de langue maternelle? Et c'est une bonne idée pour faciliter l'apprentissage aux enfants, parce que l'enfant qui parle déjà lingala à la maison et qui va étudier le lingala pourra peut-être facilement comprendre les choses que l'enfant qui à la maison parle lingala, et l'enfant va découvrir une nouvelle langue, le français. Comment vous jugez cela? Oui, bon, ça existait. Hein. Ça existait déjà, le fait que au niveau élémentaire, première, deuxième, et puis au niveau moyen, il y avait déjà disons, l'apprentissage dans les langues. Hein, l'apprentissage dans les langues nationales. Hein, et on comprend mieux dans sa langue maternelle qu'une langue qui est sortie comme ça, qui tombe. Je pense que si aujourd'hui on dit que nous puissions prendre les lingala, les kikongo, les swahili et les tsholuba comme langue de l'éducation, les gens vont être des génies. Okay. Ils seront des génies. Parce que là, ils vont comprendre vraiment le sens premier de chaque mot. Parce que c'est dans leur être. Ils vont comprendre le sens premier de chaque mot et ça va leur donner la... Alors, professeur, c'est ma toute dernière question pour cette émission. Je vais revenir au niveau de la gratuité. Pensez-vous que c'était vraiment une urgence ou une nécessité pour les régimes actuels d'appliquer la gratuité de l'enseignement au moment où nous savons qu'il y a une désorganisation, s'il faut le dire ainsi, bien organisée au niveau du système éducatif congolais? Bon, je ne dirais pas que c'était une urgence, mais c'était une nécessité. Une nécessité d'appliquer la gratuité maintenant. Parce que depuis 2006, on avait ça dans notre constitution. Mais il était nécessaire, il était nécessaire que quelqu'un commence quelque part. Et les restes... quelles que soient les conditions, il faut aller comme ça. Il fallait commencer quelque part. Alors voilà, merci beaucoup professeur Jean Bosco. Cette émission est complètement terminée. Merci à vous d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Merci Daniel. Merci Mbouadi. Je voulais juste signaler que je vais rentrer à la rédaction me reposer parce qu'à 16h, je vais revenir ici pour l'émission CML Sport. Merci beaucoup. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de CML 13 Télévision. Juste après, vous suivrez votre émission que vous aimez tant, La Libre Opinion, dans une présentation de Lufrance Kouzekessa. Restez branchés donc au programme de CML 13 Télévision. Bye bye. Merci.